France 24 et RFI présente Bonjour à tous, bienvenue sur Ici l'Europe, sur France 24 et RFI, alors que l'Union européenne multiplie les mesures restrictives pour faire face à la nouvelle vague de Covid. Et puis nos démocraties souffrent de l'autoritarisme de certains dirigeants qui mettent en cause les valeurs de l'Union européenne. Voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui une néerlandaise très mobilisée sur cette thématique, l'eurodéputée Sophie In 't Veld. Bonjour Sophie In 't Veld. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête du groupe de surveillance sur l'état de droit au sein du Parlement. Vous vous rendez régulièrement dans les pays où la liberté de la presse, l'indépendance de la justice sont remises en cause par les autorités en place. Vous étiez récemment en Slovénie, on va en reparler. Chez vous, aux Pays-Bas, vous êtes membre du parti Démocratie 66, à la fois libéral et écolo, un parti qui siège au Parlement européen au sein du groupe Renew. Suite au départ de Dacian Cioloș, vous étiez candidate à la présidence de votre groupe, mais vous avez renoncé finalement en faveur de Stéphane Séjourné, car la délégation des élus français macronistes est la plus nombreuse. Vous êtes presque une senior au Parlement européen, puisque vous y siégez depuis plus de 17 ans, première élection en 2004. Alors, le gouvernement néerlandais a annoncé vendredi 26 novembre un renforcement des restrictions sanitaires, un confinement partiel pour lutter contre la flambée du Covid-19 aux Pays-Bas, dans votre pays, où la police d'ailleurs a fait face à une vague d'émeutes. Pour vous, les restrictions sont indispensables ou attentatoires aux libertés ? Mais je crois que partout, c'est indispensable maintenant. Et on voit qu'il y a même la menace d'une nouvelle mutation qui vient de l'Afrique et qui apparemment est encore plus fort que les vaccins. Donc, on a quand même de très grands défis devant nous. On voit que les hôpitaux, tout le système de santé publique est près de s'écrouler sous la pression de la pandémie. Donc oui, je crois que c'est sage de prendre des mesures et imposer des restrictions, malheureusement. Alors cette semaine a été marquée aussi par un naufrage spectaculaire dans la Manche de migrants tentant de rejoindre le Royaume-Uni. 27 personnes ont péri. Boris Johnson a demandé jeudi dernier au président français Emmanuel Macron de reprendre, réadmettre les migrants arrivant en Angleterre via la France. Depuis le Brexit, la France veut sortir de ce tête-à-tête franco-britannique et milite pour une gestion européenne de ces migrants de Calais. A raison ? Oui, mais nous, au Parlement, on lutte pour une gestion commune européenne de la migration depuis des années. Malheureusement, ce sont les 27 gouvernements nationaux qui refusent, qui depuis des années bloquent une décision sur tout le paquet asile et migration. Et on voit maintenant, c'est Calais. Avant, c'était la frontière de la Pologne et Bélarus. Il y a les naufrages en Méditerranée. Il y en a des milliers, des dizaines de milliers. Il y avait la Turquie, et donc la Méditerranée entre la Turquie et la Grèce. Et à chaque fois, on dit « Ah, c'est une crise », et puis les États membres ne bougent pas. Le Parlement, et ça c'est vraiment, il y a un très large consensus entre les divers groupes politiques. Le Parlement demande depuis des années que les chefs des gouvernements, les gouvernements nationaux, prennent une décision. Alors, vous avez justement cité la situation des migrants qui sont bloqués par milliers à la frontière polonaise sur le flanc est de l'Union européenne. Ils sont devenus une arme maniée par la Biélorussie, par Loukachenko, avec l'appui de Vladimir Poutine. Il y a un peu d'apaisement en ce moment, mais est-ce que ça veut dire que l'Union européenne a été intimidée par Vladimir Poutine et par Loukachenko ? Non, intimidée, non. Mais, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés à accepter le mot « arme » quand on décrit
des personnes, des êtres humains, y inclus des enfants. C'est comme cela que c'est perçu, comme oui, c'est une volonté de faire venir ces migrants par cette nouvelle route qui n'existait pas jusqu'alors. Oui, mais ce sont toujours des êtres humains. Et il y en a plusieurs qui sont morts dans le froid, là-bas. Et oui, d'un côté, c'était Loukachenko qui a manipulé, qui a instrumentalisé les flux migratoires. Il a fait venir les gens en Bélarus pour ensuite les envoyer à la frontière. Heureusement, maintenant, on a fait des accords avec les pays d'origine, par exemple, ou les pays de transit, comme la Turquie. Mais je crois qu'on a toujours un devoir humaniste, un devoir du droit international et des droits de l'homme, de s'occuper des gens qui ont besoin de la protection. Moi, je trouve, parce que c'était une situation extrêmement difficile. Oui, c'était vraiment très difficile à gérer. En même temps, on parle de quelques milliers de personnes à la frontière de l'Union européenne, qui a quand même plus de 450 millions d'habitants. Donc, quelques milliers de personnes, on peut gérer quand même. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas la Pologne qui était touchée. Il y avait également la Lettonie et la Lituanie qui n'ont pas fait énormément de bruit. Eux, ils ont fait leur devoir et ils ont accepté les gens, ils ont accepté les demandes d'asile, ils ont géré toutes les demandes, etc. Mais c'était le gouvernement polonais qui a aussi exploité toute cette situation pour un peu comme distraction de l'autre débat qu'on a sur la Pologne, sur l'état de droit. Parce qu'il faut bien se rendre compte que depuis des années, il y a des centaines de réfugiés qui se présentent à la frontière polonaise, des réfugiés de la Tchétchénie, par exemple, et qui sont toujours repoussés par le gouvernement polonais. Donc là, il n'y a rien de neuf, mais maintenant, tout à coup, ils disent que c'est une crise. Ils n'ont pas admis des observateurs, ni des journalistes. Ils n'ont pas fait appel à l'Union européenne, par exemple, l'agence Frontex pour la protection des frontières, ni EASO, l'agence pour les réfugiés. Donc, eux aussi, ils ont exploité cette situation pour des fins politiques. Alors justement, la Pologne, vous le mentionnez, et la Hongrie sont les mauvais élèves de la classe européenne en matière de respect de la démocratie, épinglés jusqu'à là pendant des années d'ailleurs, sans succès. Vous appelez aujourd'hui la Commission européenne à activer au plus vite le nouveau mécanisme pour les sanctionner en leur coupant leurs subventions. Vous pensez d'ailleurs qu'on va s'engager dans un bras de fer et que la France, qui va présider l'Union européenne, présidence tournante à partir de janvier, osera punir ? Mais c'est même pas une question de punir. Le mécanisme s'appelle le mécanisme de la conditionnalité état de droit. Conditionnalité pour le budget. Donc, c'est même pas une sanction. Il s'agit ici de ne pas remplir les conditions, c'est-à-dire de respecter les normes de l'état de droit, les normes minimum. Et je reproche beaucoup à la Commission européenne de refuser depuis le 1er janvier, parce que cette conditionnalité existe depuis le 1er janvier, et elle refuse de l'appliquer, et elle cherche toutes sortes de prétextes, et maintenant, parce que le Parlement européen fait énormément de pression sur la Commission européenne, et donc pour échapper un peu à cette pression, le président de la Commission, Mme von der Leyen, a écrit des lettres de notification au gouvernement polonais et au gouvernement hongrois. Mais cette lettre, ce n'est pas prévu dans la procédure. Donc ça veut dire qu'elle n'a toujours pas déclenché la procédure formelle. Et je trouve franchement, si la Commission dit « Ah, mais il faut faire l'analyse parce qu'il faut établir avec… et être à 100% sûr qu'effectivement, il y a une menace pour l'état de droit. » Mais ça, ce n'est pas sérieux. Si on regarde toute la situation, si on regarde tous les arrêts de la Cour de justice européenne à Strasbourg, les décisions de la Cour des droits de l'homme à Strasbourg, toutes les analyses qui ont été faites, c'est clair. Donc la commission, le problème, c'est que cette commission-ci est une commission extrêmement intergouvernementale
qui voit son propre rôle comme, quelque part, le secrétariat des gouvernements nationaux. Tandis que les traités sont très clairs. La Commission est une institution communautaire et donc qui doit être indépendante, qui n'a pas le droit de prendre des ordres ni du Conseil, ni des États membres, ni des personnes. La Commission qui est responsable devant le Parlement européen. Donc, cette Commission ne respecte pas les traités, ne fait pas son boulot et donne l'espace au gouvernement polonais et hongrois de continuer avec la destruction de l'état de droit. Sophie Nedvelt, il y a un autre pays où l'état de droit pose problème, c'est la Slovénie. Vous y étiez récemment avec une délégation du Parlement pour examiner la situation des médias. Et à cette occasion, on a vu que le Premier ministre, sur Twitter, Premier ministre qui assume en ce moment la présidence tournante de l'Union européenne, il vous traite de marionnette, vous et les autres eurodéputés, marionnette de George Soros, le philanthrope américain qui est devenu un peu le bouc émissaire de tous ces dirigeants radicalisés très à droite est européen. Quelle est votre réponse? En Slovénie, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, il faut constater que les institutions démocratiques fonctionnent bien, toujours, mais il y a énormément de pression de la part du gouvernement, ou plutôt du parti politique, les cercles autour de M. Janša. Il y a des menaces, il y a des attaques, donc il y a énormément de pression. Et à un moment donné, je crains que les institutions démocratiques vont écrouler sous cette pression. Donc, disons, la Slovénie, elle est loin de la situation de la Hongrie et la Pologne, mais il faut veiller à ce qu'il n'arrive pas à ce point-là. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé. Depuis, on a noté qu'il y a un peu de progrès, c'est-à-dire que les deux problèmes principaux ou deux problèmes très importants qu'on avait signalés, c'est-à-dire le fait que l'agence de presse publique où le gouvernement avait essayé d'arrêter leur travail en coupant leur budget. Donc, ils ont repris les paiements maintenant, mais il y a encore des soucis pour le futur. Mais au moins il n'y a pas de faillite, l'agence fonctionne. Il y a aussi des manquements à la démocratie et aux devoirs élémentaires de la part des États, mais aussi des entreprises privées. Pour y remédier, il existe un devoir de vigilance en France depuis 2017 qui oblige les plus grandes entreprises à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et l'environnement, y compris chez leurs sous-traitants et fournisseurs étrangers, par l'adoption d'un plan de vigilance. L'Union européenne pourrait adopter le même principe très rapidement. Reportage signé Céline Schmitt. Col blanc sur robe noire, nous sommes à la cour d'appel de Versailles. Chargée de plaidoyer pour l'association de défense des victimes de crimes économiques Sherpa, Lucie Châtelain retrouve ses avocats. Aux côtés de leurs partenaires, ils poursuivent leur longue procédure contre Total. Ce qu'on reproche à Total, c'est de ne pas prendre la mesure de l'ampleur de sa contribution au changement climatique dans son plan de vigilance et de contribuer par là même à ces atteintes graves à l'environnement et aux droits humains. Pendant des années, Sherpa s'est mobilisé pour l'instauration d'une législation sur le devoir de vigilance des entreprises. C'est chose faite. Depuis 2017, la loi française oblige les multinationales à prévenir les atteintes causées par leurs sous-traitants et fournisseurs tout au long de la chaîne de production. Dominique Potier, député socialiste français, en fut l'ardent défenseur. Aujourd'hui, il poursuit son combat au niveau européen. Quand la France agit à travers le monde, c'est un pays pionnier, c'est un pays exemplaire, mais ça reste quelque chose de l'ordre d'un laboratoire. Quand c'est l'Europe, alors ça pèse sur la mondialisation. En mars dernier, le Parlement européen a demandé l'adoption urgente d'une législation européenne contraignante sur le devoir de vigilance. Pour Sherpa, une ligne rouge, s'inspirer des forces de la loi française tout en corrigeant ses défaillances. Monsieur Thierry Breton, allez-vous permettre aux travailleurs, aux communautés à l'étranger d'engager en justice la responsabilité des entreprises européennes qui profitent
de la violation de leurs droits fondamentaux. J'ai bon espoir qu'on puisse proposer d'ici la fin de l'année un texte qui tienne compte effectivement des préoccupations légitimes, évidemment, notamment des ONG, à juste titre, mais aussi du bon fonctionnement des organes de gouvernance de nos acteurs économiques. Après plusieurs reports, les ONG espèrent que la Commission dévoilera son texte à la mi-décembre. Madame In 't Veld, vous êtes favorable à un texte européen qui pourrait d'ailleurs révolutionner notre rapport à l'entreprise privée ? Oui, bon, évidemment, il faut voir les détails de la proposition de la Commission, mais il faut aussi être clair, on ne commence pas à zéro, hein. Il y a déjà une législation sur ce thème, mais une législation qui ne va pas assez loin, qui ne couvre pas assez bien les sous-traitants, par exemple, et qui n'est pas assez contraignante. Il y a, par exemple, des obligations de transparence, mais c'est assez facile à échapper. Et donc, je crois que quand on a le marché intérieur, c'est tout à fait logique qu'on applique les mêmes principes dans toute l'Union européenne, que ce n'est pas un seul pays qui fait ça, parce que ça pourrait pousser les entreprises vers un autre pays, qui savent toujours très bien trouver les pays où la législation ou la surveillance sont plutôt faibles. Donc oui, je crois que ce serait du progrès de le faire au niveau européen. Merci beaucoup Sophie In 't Veld d'avoir répondu à notre invitation alors que vous êtes confinés chez vous pour cause de Covid. Bon rétablissement. Merci à tous de votre fidélité. Restez sur nos antennes pour votre rendez-vous avec l'info.